SEMA. Donc là, c'est notre deuxième live du mois. Donc on attend que vous arriviez, on attend d'autres invités aussi. Bonjour, bonjour. Deuxième live du mois. Bonjour à tous. Alors notre thème c'est comment le soft power, alors je l'ai écrit là, je l'écris et je l'ai peint, comment le soft power africain est un accélérateur. On attend juste notre invité pour commencer. Des industries culturelles. On attend juste notre invité. Et on va commencer. N'hésitez pas à partager autour de vous le live. Et on commence. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. On commence dans quelques minutes, le temps que notre invité nous rejoigne. Ok, donc notre invité. Commencer. Voilà. Alors j'ai accepté, Marianne, j'ai accepté l'invitation, mais... Ok, super. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que le son est Oui, bon? super, le son est bon. Parfait, parfait. Parfait. Comment vous allez? Ça va bien, et vous? Ça va, ça Vous va. Alors, êtes dans quel pays, là? moi je suis en France. Ah, ok. Oui, en Ok. France. Donc, déjà, donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, pour déjà introduire le sujet, donc moi c'est Johanna, cofondatrice de Média SEMA, donc le média qui vous parle du tourisme, de la culture et de l'entrepreneuriat en Afrique centrale. Et donc là, on est avec Marianne Gombe qui va nous parler d'un sujet où il est plutôt expert, donc sur le soft power africain. Et donc le thème c'est comment le soft power africain est un accélérateur des industries culturelles. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Oui, je suis Marien Foné-Ngombe. Je suis donc président de la salle de réflexion qui s'appelle les Ateliers citoyens du Congo. Nous avons différents moyens d'action. Nous faisons des articles, nous faisons des événements également à Paris et à Brazzaville. Et nous avons comme sujet de prédilection le soft power et les industries culturelles et créatives. Donc cette année, nous sommes à notre 4e édition des Soft Power Days. Et à côté de ça, je suis RAF dans la vie de tous les jours, je suis écrivain et éditeur également. Ok, très bien. Ah, et quelqu'un qui dit je n'entends rien. Bon, Ah, en tout cas, nous on sent. Quelqu'un dit je n'entends rien. non, Mais moi, je vous entends, hein. On s'entend. Donc, je pense que c'est de son côté. Euh, donc, vous avez dit donc que vous, avec ACC, vous êtes surtout sur le soft power. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est, le soft power? le soft power, alors, ça a été défini par un politologue dans les années 90 qui s'appelle Joseph Nye. Le soft power, c'est puissance douce, littéralement, et c'est la capacité d'un pays à rayonner, la capacité d'un pays à influencer le monde sur ses prises de position, mais sans avoir recours à l'armement, sans avoir recours à des mesures économiques. Donc ça a été mis en place parce que, pour la petite histoire, dans les années 80, l'Amérique déclinait un peu en termes de puissance, c'est-à-dire économiquement et sur le plan de l'armée. Parce que dans les années 70, il y avait eu les 30 Glorieuses, l'Amérique avait été le créancier du monde entier, avait prêté de l'argent au monde entier, et c'était également le garant de la sécurité du bloc de l'Ouest. Donc il y avait vraiment ce poids-là. Mais avec les différentes crises pétrolières, la dévaluation du dollar sous le président Nixon, et pour finir par la chute du mur de Berlin dans les années 80, ben, la position hégémonique avait un peu baissé. Il y a eu économiquement des montées de certains pays comme le Japon, qui étaient vraiment prometteurs en termes d'économie. Et Joseph Nye, donc à ce moment-là, a dit, vous savez, nous, ce n'est pas que le hard power, c'est-à-dire économie et armement, mais c'est toute la partie culturelle qui fait la force des États-Unis, que les pays comme le Japon, plus proche de nous dans le temps, la Chine, auront du mal à rattraper. L'American Way of Life, les grandes sociétés américaines, Coca-Cola, McDonald's, ainsi de suite, l'Amérique et ses valeurs, Amérique, terre de liberté. Et du coup, c'est cet avantage-là qui fait que les Américains restent quand même une figure de référence en termes de rayonnement, en termes de puissance.
Voilà. Et pourquoi, selon vous, c'est important d'avoir ce soft power africain? En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on veut se réapproprier ce Mhm. soft power. Il a été vraiment conceptualisé par un Américain pour expliquer les États-Unis, les changements qu'il pouvait y avoir. Mais le soft power, Lao Tzu en parle, Confucius en parle d'une certaine façon. C'est un peu cette façon de ne pas avoir recours à la force, mais séduire, plaire. Et pour l'Afrique, c'est important parce que nous nous rendons compte que nous n'avons pas d'économie forte. Dans ce monde globalisé, nous subissons beaucoup de tendances économiques. Nous n'avons pas Mhm. la force de créer une armée digne de ce nom. Mais il y a un sujet sur lequel nous n'avons pas à rougir, où nous sommes vraiment compétitifs, c'est la créativité en Oui. Afrique. Elle est intégrée à notre nature. Et nous, quand on parle de soft power, c'est se réapproprier ce concept-là et le voir à notre niveau. Nous parlons pas, non pas d'hard power, mais cette culture forte, ces us et coutumes aussi, cette créativité peut faire que l'Afrique aujourd'hui attire, que l'Afrique ait les yeux braqués sur elle. Et je ne parle même pas sur le plan économique, même si nos économies n'ont pas un développement inclusif, mais les croissances à deux chiffres qu'on a eues il n'y a pas encore très longtemps, il y a moins de 10 ans, ont fait que beaucoup de pays, beaucoup d'États n'hésitent pas à dire que le continent sur lequel il faut investir aujourd'hui désormais, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, donc, quels sont les exemples hors Afrique et en Afrique qui, pour vous, sont de très bons exemples de soft power réussis? Ok, software réussi, on a quelques-uns. Déjà, la France, le pays avec lequel l'Afrique francophone a un rapport très très particulier et Mhm. qui dure et qui est long. Vous savez, on parle des instituts français, par exemple. Oui. Dans différents pays d'Afrique, les instituts français ont un rôle important. Certains pays n'ont même pas de salle de spectacle et c'est les instituts français qui fournissent ces salles de spectacle. Et en fait, la France a une stratégie en termes de soft power qui date du 19e siècle. Mhm. Les instituts français, c'est en fait la branche culturelle de l'Alliance française qui a été créée en 1883, qui a pour but de promouvoir la culture française, mais aussi la langue française en elle-même. Donc la francophonie déjà était dans les viseurs. Voilà un peu. Et quand on prend le classement, il existe un classement qu'on appelle Soft Power 30, qui classe les pays les plus puissants en matière de soft power. Mais la France est toujours dans les 3 premiers depuis une dizaine d'années. Mhm. Parce qu'il y a toute une stratégie, ne serait-ce que par rapport à ça. Je pourrais parler du Japon. On a tous nos enfants aujourd'hui qui lisent de droite à gauche, ça ne choque pas, tellement ils sont puissants en termes de soft power, les mangas, euh, Les même la. animés. C'est ça. Les sushis aujourd'hui, c'est trend, c'est à la mode de manger avec des baguettes. Les Français sont contents d'utiliser des baguettes. Ils ont réussi à ce niveau-là. Et j'aime parler de la diplomatie du panda, la Chine. Parce que le soft power, c'est un peu ça. C'est changer le narratif. Et les Chinois ont réussi, par moment, à le faire, du moins. Il y a 10 ans, il y avait deux pandas qui étaient nés en Chine, qui avaient séduit la terre entière. Et la Chine, en fait, qui est pas reconnue comme pour être un pays où les droits de l'homme sont très respectés. Mais pendant cette période-là, on parle de diplomatie du panda parce que tout le monde a voulu louer ces pandas-là. Tout le monde quand on a parlé de Chine, on pensait aux pandas, on pensait ça quelque part a amélioré l'image de la Chine pendant un bon moment. Non seulement ça a amélioré l'image de la Chine, mais en plus, le prêt d'un panda, si je ne me trompe pas, était 1 million de dollars par an, voire plus. Donc il y avait même des ressources et des richesses qui étaient créées, non seulement en améliorer l'image et en créer une entrée d'argent pour la Chine. Voilà des outils de soft power, des exemples de soft power. Mhm. Je ne parlerai même pas du Nigeria, musicalement, qui s'installe, qui est vraiment un exemple. Ce n'est pas les premiers en Afrique. Il y a d'abord l'Afrique du Sud et le Japon, et l'Égypte, du fait Les des pyramides, pyramides, de l'histoire. de l'histoire, voilà. Et l'Afrique du Sud, bon, on connaît la vivacité et sur le plan économique, pour moi, c'est pas vraiment un pays africain, bien qu'il se situe sur le continent. Mais le Nigeria, voilà, le pays de Fela Kuti, Oui. ils ont une musique aujourd'hui qui plaît, ils ont Nollywood Voilà. qui génère des sommes importantes d'argent et qui emploie près d'1 milliard de personnes. Enfin, voilà des exemples de cette power. Et aujourd'hui, même les Africains ne nous rendons pas compte. Moi, je vais à des mariages congolais où on entend beaucoup de musique nigériane, Oui. même les Les vêtements, tenues. les tenues nigérianes, pour dire que même leur software opère dans la sous-région, ils s'imposent même à nous, tellement Mhm. c'est réussi. Et on sait que les artistes nigérians vendent désormais, signent des contrats aux États-Unis quand on pense à Wizkid ou Tiwa Savage, quoi, sans citer Burna Boy qui remplit des salles. Donc il y a vraiment un travail dessus. D'abord en termes d'image et ensuite en termes d'une génération de profit. Mais justement, des pays comme Nigeria, qui eux aussi avaient pas un très bon narratif il y a une vingtaine d'années, comment,
quelle stratégie ou quelle politique ils ont mis en place dans les industries culturelles et créatives pour que Nollywood puisse devenir deuxième industrie cinématographique, pour que Mhm. l'afrobeat soit imposé dans presque ouais, tous les pays. Qu'est-ce qui a été mis en place en fait? Alors, je ne sais pas s'il y a eu des stratégies au niveau du Nigeria, mais il y a eu des personnalités. Ok. J'ai tendance à dire à chaque fois qu'il y a des ambassadeurs du soft power. Et je pense qu'aujourd'hui, au Nigeria, comment ça a marché? Des gens se sont révélés et ils ont été soutenus. Déjà par leur population, mais sûrement par l'industrie également. Ce qu'il faudrait en Afrique centrale, où on traîne un peu le pied, soutenir déjà les existants. On a des ambassadeurs. Moi, je suis dit, vous êtes de quel pays? Je suis Congo curieux. Brazzaville. Aussi. Ah, d'accord, très bien, je ne savais même pas. Il y a des personnes comme Serge Ibaka, comme Roga Roga, qu'il faut citer sans cesse et qu'il faut utiliser, mais dans le bon sens du terme, pour promouvoir notre culture à nous. Il y a une vidéo qui a tourné de Serge Ibaka qui mangeait un manioc et tout ça. Ça a l'air de rien, mais l'art culinaire fait partie du soft Mhm. power. Le Exact. couscous est immatriculé à l'UNESCO. Même certains savoir-faire comme l'huile d'argan Mhm. des Africains, Le c'est immatriculé. Maroc. Mhm. Donc nous, on a peut-être un chemin. Le saka saka, c'est pas évident de le vendre à tout le monde, c'est assez gras, c'est pas diététique. On peut travailler sur ça. Mais tous ces sujets-là, il faut les accompagner. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une stratégie forcément, mais déjà, il faut que la population soit sensibilisée. Derrière ce sujet qui est culturel, en fait, il y a une question de patriotisme. Peut-être patriotisme même économique. Je crois que les Nigériens consomment nigérians avec Oui. plaisir. Il faut que chaque population, que les Congolais ne prennent pas de haut des produits des Congolais. Et je crois que c'est important. Et la RDC a cette démarche-là. Moi, je vois des concerts qui se font en RDC sans communication hors de leur communauté, et ces concerts sont pleins. Et c'est pas la Mhm. question de la démographie, c'est la question de d'une forme de patriotisme économique. Ils aiment consommer ce qui vient de chez eux. Et il faut que chaque population africaine travaille sur ça. Une fois que le Bénin aura travaillé sur ça, le Congo, le Gabon, et après on pourra travailler dessus sur le plan continental. C'est Mhm. ça le projet. Et justement, c'est un peu dans la sous-région, c'est pas les styles. On a des styles musicaux qui sont sortis de la sous-région, on a le potentiel. Et aujourd'hui, c'est aussi une question d'éducation. Comment, justement, ça peut être inculqué, en fait, dans le quotidien des personnes de la sous-région, ou même à l'école, en fait. Parce que, par exemple, en France, on nous apprend à aimer la France, à aller en vacances en France. Comment ça peut se faire, en fait? Il y a un travail à faire que les pouvoirs publics doivent faire. Aux États-Unis, il y a The Pledge of Allegiance. En primaire, les jeunes Américains le disent, ils sont américains, ils aiment les États-Unis, ils aiment le drapeau, c'est les meilleurs. C'est un conditionnement. Mhm. Et parce qu'on remarque que les Noirs américains, malgré tous les problèmes qu'il peut avoir de ségrégation, de bavure policière, se sentent américains avant tout, Oui. malgré tout. Et en Afrique, on n'a pas réussi ça. Je suis d'une certaine génération, j'ai connu le monopartisme. À l'époque, on avait un peu les tenues scolaires, tout le monde s'habillait pareillement pour éviter les différences de classe sociale. Il y avait ce qu'on appelait la levée de drapeau. Donc, on faisait des slogans. Il y avait cette forme d'embrigadement, enfin, voilà, on inculquait quelque chose sur le patriotisme. Et ça a disparu. Nous, c'est pour ça qu'on fait des actions comme les Soft Power Days, durant lesquelles on parle du soft power du Congo. On invite des acteurs de la société civile, des privés, des ONG, voilà, pour que la population voit, localement, il y a des gens qui font des choses, il faut les soutenir. C'est ce travail-là un peu pour sortir du bashing, là, de l'auto-bashing, pour apprendre à aimer ce qu'on fait. Parce que quand on critique nos gouvernements, c'est une chose, mais notre pays, il est là, nos pays sont là, les gouvernements passeront, mais le pays reste là avec ses richesses, sa créativité, ses richesses naturelles. Et voilà, c'est un peu ça la démarche. Je pense qu'il faut que chacun se fasse ambassadeur du soft power de son pays, du continent, et travaille à le faire. Mhm. Et aujourd'hui, donc il y a quelques jours, quelques semaines, oui quelques jours, il y a eu donc la quatrième édition des Soft Power Days. Sur justement les industries culturelles, pour vous, quel est le bilan? Qu'est-ce qui en ressort en fait que vous aimeriez partager dans ce live? Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour le sujet. Il a fallu installer le soft power, que les gens comprennent ce qu'il y avait derrière. Pendant les premières années, les 2 premières années, les gens venaient en se disant, bon, on va parler de culture, on va parler de cinéma. Ils ne voyaient pas la dimension plus profonde. La dimension qui est en fait une dimension de réappropriation culturelle. Et ça avance. On a fait à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, on a senti réellement, vraiment un intérêt particulier pour ceux des Pont-Negrins. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un travail pour savoir un peu c'est quoi notre culture. Parce qu'aujourd'hui, ça a été un peu clair cette année, particulièrement, on a beaucoup aimé cette édition. En marge des Software Days, j'ai fait des masterclass, une particulièrement, où j'explique un peu que si on sait où on est, d'où on vient, pardon, si on comprend que quand un Chinois se présente à nous, qu'il est dans la culture,
S'il fait une application où il parle de Confucius, ça fait sens. Il n'est que le prolongement d'une histoire. Il faut qu'on comprenne qu'il n'est que le prolongement d'une histoire. De la même manière, si un Congolais lance un business où il veut vendre des instruments de musique, s'il vend une sanza, ce qu'on appelle l'ikembe des fois, qui rencontre un Japonais, le Japonais sera plus intéressé par un Congolais qui vend une sanza que par un Congolais qui vend une guitare Oui. électrique. C'est pour ça que le soft power, c'est vraiment, ça montre qu'on n'est qu'une maillon d'une chaîne, un maillon d'une chaîne, et c'est plus bénéfique pour chacun. Je vais encore plus loin, on parle des fois de finances ou d'outils de la fintech ou des applications intéressantes. Même là, il faut puiser dans notre culture. On a compris quand je dis soft power, je parle de réappropriation culturelle. Donc il y a la créativité d'une part, mais aussi us, coutume, tradition. Je parle des tontines, par exemple. Il y a une Sénégalaise, je n'ai plus de nouvelles d'elle, qui avait fait une application qui avait bien marché, des e-tontines. Donc elle est partie de la culture sénégalaise, de ce qui existait, et à partir de là, elle a monté quelque chose de plus moderne. Et il n'y a que comme ça que ça marchera. L'entrepreneuriat dont on parle, c'est celui-là. C'est-à-dire que dans les ICC, nos industries culturelles et créatives, partons de l'existant, de ce que nous sommes, et nous vendons des choses qui peuvent plus facilement s'exporter. On est à l'heure du storytelling. Les gens l'ont compris, et c'est ça le storytelling. C'est-à-dire que quand je viens, je raconte toute une histoire. J'explique que oui, cette Sansa-là, nous, traditionnellement, il y avait des griots pour ceux qui sont au Sénégal, et on parle d'une vête pour ceux qui sont au Gabon, c'est comme des griots, qui utilisaient des instruments aussi à cordes assez Mhm. particuliers. Mais on peut vendre. Et on est vraiment l'humanité, enfin, la rencontre de l'autre est bénéfique quand l'autre trouve une singularité en Tout à la fait. personne qu'elle rencontre. C'est-à-dire que si on revient pour dire qu'on connaît les vins de France, qu'on est congolais, c'est bien beau, mais c'est dommage. Moi, je parle des maniocs. Il y a différentes façons de faire le manioc. Là, dans le sud de Brazzaville, on parle de Nguru Yaka. Dans le nord de Mongolais, on aurait plus intérêt. Après, chacun a ses passions, hein, je respecte. Mais il faut qu'on se réapproprie, qu'on soit nous-mêmes. On a plus intérêt à connaître les différentes façons dont on fait le sakasaka dans le Congo et qu'on le raconte et ainsi de suite, que de s'intéresser qu'à des choses qui sont déjà faites et qui sont en fait le fruit d'une C'est histoire. ça. On est le fruit d'une Mhm. histoire. Donc, il faut qu'on parle de qui on est pour proposer des choses qui finalement se monnaient plus Mhm. facilement. Bah, ça revient un peu à notre live, même à une vidéo qu'on prépare et qu'on va publier demain sur le tourisme en Afrique centrale, où en fait on parlait de positionner les pays selon une image, créer une image autour du pays qui correspond au pays. Et justement, ce qui fait que aussi nos pays ne sont pas trop visités, c'est parce que on fait du copier-coller de quelque chose qui existe déjà, alors qu'on a des choses en fait à offrir tout simplement. Et il y a une personne dans le live qui a demandé, est-ce que les États africains sont conscients de ce soft power? Oui, en fait, c'est vraiment c'est la géométrie variable. Il y a des pays qui sont plus près que d'autres. Le Bénin, ils ont tout compris au Bénin. Ils sont prêts au Bénin. Il y a un film qui va tourner là sur la restitution des œuvres Ok. d'art je crois, qui est passé à Cannes. Et le président Talon appuie la promotion de ce film parce que derrière, ils vendent quelque chose. Ils vendent le Bénin comme une destination, comme l'épicentre de cette histoire de restitution des œuvres d'art. Et puis, on a déjà UIDA, les musées. Mm. Et moi, je garde en mémoire son discours sur le vaudou. Il explique que le vaudou, c'est la tradition même du Bénin, le pays de Béhanzin. Il explique que on ne faut pas diaboliser nos traditions. On est tombé dans quelque chose d'assez presque ridicule. Parce que quand, bon, vous allez rigoler, pendant la Covid, quand on parlait de l'artémisia ou toutes ces mesures un peu, on a le choc au Congo, je ne sais pas comment si certains connaissent, des décoctions naturelles qu'on a beaucoup utilisées pour se soigner, ça ne dérange personne. Mais les mêmes Congolais, quand il s'agit de parler de cosmogonie, de choses un peu spirituelles, pensent que c'est diabolique d'en parler parce que c'est Congolais. On est vraiment, on est partagé parce qu'on a encore des scories de la colonisation, de l'époque où nos parents, quand ils parlaient lingala, étaient mis au piquet ou fouettés. Ils ont encore ça. Il y a cette génération, malheureusement, qui porte les stigmates de cette époque-là. À nous, c'est notre responsabilité de reconstruire ça, de revenir à des choses un peu plus fortes. Mais il y a des pays qui ont conscience de ça, qui travaillent sur le soft power. Le Congo, par exemple, fait un travail intéressant sur toute la partie qui concerne le développement durable. On a fait le sommet des trois bassins, ça passe aussi par ces sommets-là pour défendre notre positionnement. On n'arrête pas de monter au créneau quand il s'agit de rappeler que le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon de la Mm. planète. Ça aussi, c'est des sujets. En fait, le soft power, c'est quoi? C'est aussi des grandes causes mondiales être partie prenante. Donc, quand on parle de développement durable, on doit parler du Congo. Et moi, je le dis aussi, quand on parle de guerre mondiale, ça fait partie de notre soft power, on doit parler du Congo parce que De Gaulle, sous Vichy, a fui la France pour s'installer à la case de Gaulle ici à Brazzaville.
Peu de gens le savent, peu de Français le savent. Donc nous, déjà, ça nous positionne dans l'histoire du monde une position assez particulière. Quand on parle de la traite négrière, on parle de Gorée, on parle pas assez de la porte de Luango. Beaucoup de du continent. Il y a aussi la route des esclaves qui est passée par là. Donc déjà, se réapproprier cette histoire-là. Combien de Congolais savent ça avec assez de précision? Je pense qu'il y en a peu. Déjà, une fois qu'on aura intégré ça, nous, Congolais, pour moi, c'est la première étape. Après, on peut monter au créneau pour vendre qui nous sommes, notre identité et notre trajectoire. Mhm. Et aujourd'hui, si on vous donne l'occasion de proposer les 5 étapes pour justement valoriser ce soft power à l'africaine, quelles seraient les 5 étapes principales? C'est une question difficile. Très difficile. Ça va faire simple, mais moi, comme je sais qu'il faut d'abord travailler sur la population, sur la jeunesse particulièrement, Mhm. nous, notre démarche, notre but, je vous le dis très franchement, à terme, c'est pouvoir faire une forme d'académie. Mhm. Vous connaissez des programmes un peu comme Yali ou d'autres Oui. programmes comme ça. Voilà. Oui. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur un programme comme ça, africain, avec un corpus intellectuel propre à nous. On parle de panafricanisme, on parle d'art culinaire propre, on parle de sport de chez Mhm. nous. Il y a des luttes aussi, il y a le Nzango au Congo. Ouais. Déjà, on sait que chaque année, on prend, je dis n'importe quoi, 2 mois des Africains, on les forme, on les formate, et voilà. Il y a une phrase que je dis des fois qui est choquante, on ne pourra pas sauver tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour eux, qui ne comprendront pas tout de suite. Le chemin sera long. Mais il nous faut des figures de proue. Il nous faut trouver des leaders, et derrière eux, ils feront le travail pour amener les autres. Pour moi, une fois qu'on a trouvé ça, qu'on a inculqué ça, qu'on a rappelé aux gens le soft power, on doit rayonner. Et surtout dire qu'aux Africains, arrêter d'être caricaturé par l'Ubuntu. L'Afrique, ce n'est pas que l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes la solidarité. Non, il faut qu'on soit conquérant. Il faut transmettre ça à l'Africain. Le monde ne c'est pas un monde de bisounours. C'est-à-dire que on a des conquêtes de parts de marché, comme il y avait des conquêtes quand il y avait des guerres. Mhm. Il faut qu'on ait travailler sur ce mindset-là. Une fois qu'on a intégré ça, on sait qu'on vient vendre les choses. Je ne sais pas si ça fait 5 étapes, mais pour moi, c'est l'étape primordiale. Et ensuite, au-delà des États, raisonner en sous-région, parce que nous, notre démarche à nous, à la base, c'est sur le bassin du Congo, donc 5 pays, Tchad, Gabon, et j'en oublie. Et ensuite, parler au niveau du continent. Une fois qu'on a, vous savez, c'est cette approche du panafricanisme, mais il faut peut-être pas le moderniser, mais avoir une approche un peu plus pragmatique. Et je pense que ça passera par là. Se connaître nous-mêmes, déjà, et ensuite les étapes qui viendront seront gérées avec beaucoup de facilité, je Mhm. pense. Et donc, les industries culturelles et créatives, c'est plusieurs domaines, la musique, l'art, les médias. Aujourd'hui, puisque vous parlez des pays du bassin du Congo, quels seraient les domaines qui seraient plus appropriés pour les pays des bassins du Congo? De faire cas par cas, c'est-à-dire, par exemple, le Congo, ce serait plutôt ça, pour le Gabon, plutôt ça, etc. Hum. Euh, le Pour qu'on Congo, déjà, investisse, parce qu'il y a aussi besoin d'investir. Si quelqu'un aujourd'hui veut investir dans les industries culturelles et créatives, vers quoi, pour chaque pays, vous conseillerez? Vous les moi tournerez je pense plutôt? au cinéma tout de suite. Ok. Parce qu'on ne voit pas, j'aurais dit la musique, mais c'est assez complexe parce que faut trouver le public, comment le public va le consommer. Les plateformes de streaming, ça marche bien en Tanzanie, au Nigeria, mais en Afrique centrale, c'est pas encore développé. Il faut peut-être travailler à développer ça. Aujourd'hui, on consomme la musique, mais de manière un peu anarchique. Il Mhm. faudrait structurer le secteur. Mais le cinéma, je le dis ça parce que des investisseurs s'intéressent beaucoup au cinéma africain. Je sais que Canal Plus a investi récemment dans les maisons de production Mhm. ivoiriennes et ils ne vont pas s'arrêter là. Je sais que le Sénégal séduit en ce moment Ah oui. le monde et beaucoup de plateformes vont récupérer, commencent déjà à travailler sur des sitcoms africaines. Au Congo, c'est la première fois que ça se passe. Il y a des longs métrages de très grande qualité. Et j'ai croisé, comment il s'appelle, Emmanuel Loupia, qui est de la RDC, qui Mhm. a fait un film excellent. J'ai vu que des extraits, hein, mais en termes de qualité d'image, en termes de. C'est-à-dire qu'ils rend hommage vraiment à. Ils ne trahissent pas le propos. Ils rendent hommage à l'Afrique, Ok. quoi. Et le cinéma, c'est vraiment une porte d'entrée. Toutes les plateformes qui arrivent sont demandeuses de cinéma qui ont des narratifs nouveaux. Mhm. Parce que Netflix a ouvert une vanne incroyable en termes de. Les scénarios sont diversifiés. Même en Europe, on voit comment c'est vraiment diversifié désormais. Mais l'Afrique, déjà, travailler sur le cinéma, c'est intéressant. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, c'est un secteur transversal. En travaillant sur le cinéma, on travaille au moins sur 3 ou 4 secteurs. Parce que on peut travailler avec des écrivains qui travaillent sur le scénario. Donc voilà, ça nourrit son homme. Travailler sur la bande originale avec des musiciens, des artistes.
travailler sur l'image, le son, ceux qui font photo, après les acteurs en eux-mêmes. Voilà, donc en fait, en un secteur d'activité, on en touche au moins 4-5. Le cinéma, pour moi, c'est particulier. Après, j'ai une faiblesse pour la rumba congolaise, immatriculée en 2021 au patrimoine de l'UNESCO. Comprenez mon émotion. Vous savez, la rumba, c'est, au-delà d'une musique, elle raconte la pérégrination du peuple noir. On sait que rumba s'appelait Kumba, la danse du nombril. Elle est partie, elle revient, mal prononcée. Elle raconte donc à travers elle le voyage des peuples africains. Et c'est pour ça que c'est assez fort. C'est à nous de créer l'écosystème pour pouvoir vendre cette musique. J'entendais des fois des artistes, des stars, je crois Mike Tyson l'a dit ou d'autres, dire qu'ils étaient congolais. Imaginez un festival, parce que la rumba, on peut consommer la musique, mais aussi un festival culturel plus englobant l'histoire et à la musique. Imaginez un festival où Mike Tyson danse avec la première dame de la RDC, par exemple. Une image forte. On est à l'heure de l'image forte, qui ferait le tour du monde et qui ferait du Congo encore un point d'attraction, comme quand il y a eu le match, le combat de boxe, Ali Ali Claude Claude Forman. Foreman. Je pense qu'il y a moyen de travailler sur quelque chose comme ça par rapport à la rumba. Je ne sais pas pourquoi on s'y met toujours pas. Voilà. Mais il faut structurer la chaîne de valeur, les différents métiers, cartographier ça, les plateformes de streaming, il faut vraiment mettre ça en place. Ça ne me paraît pas si complexe à mettre en place, hein, mais il faut peut-être légiférer, donc les pouvoirs publics, mais il faut des investisseurs qui s'intéressent à ça. Mais pour qu'ils s'y intéressent, il faut que vraiment qu'on rappelle à tous ces investisseurs potentiels le potentiel qu'il y a derrière, tout ce qu'on peut créer avec la rumba congolaise. Quoi. Voilà. Ça évolue pas mal. Les médias commencent à évoluer aussi très bien. Voilà les premières idées qui me viennent à l'esprit. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé donc de narratif africain, de narratif plutôt, et vous l'avez aussi dit plusieurs fois bien avant. Quelle est l'importance justement de ce narratif? Là, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais le journaliste Alain Foka, par exemple, a lancé donc son média où il parle de changer le narratif. De plus en plus de médias en ligne se lèvent pour dire on va changer le narratif. Pourquoi c'est aussi important de s'approprier et de raconter un nouveau narratif sur nos pays en fait? Parce que dans un monde globalisé, c'est important. Quelle est notre carte de visite? La carte de visite de chacun, c'est un peu qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient collectif. Donc, comme nous, on n'est pas forcément. On a tendance à quitter le continent pour aller vers l'extérieur. Ça, c'est ce que nous avons, que d'autres en moins. Du coup, quand nous arrivons, nous découvrons à travers le regard de l'autre. Et c'est ça le problème. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit de nous? Il dit de nous qu'il nous a vus dans des reportages, qu'on était miséreux. Il nous a vus dans des reportages qu'on n'était pas assez exigeants. Et voilà, éduqués. Voilà notre propre histoire qui nous échappe. Le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est vouloir absolument être validé par l'autre. C'est pas ça la démarche. Moi, je me sers beaucoup de la Chine. Il y a des choses à condamner, mais c'est assez intéressant. Je crois que c'est Pierre Fitt qui avait écrit Quand la Chine s'éveillera. La Chine a eu beaucoup de retard par rapport au Japon. Le Japon se moquait de la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Japon a vite, quand le monde s'est mondialisé, on va dire, le Japon a pris le pas, a fait évoluer son économie, a été ouverte sur le monde. La Chine a eu beaucoup de mal à s'ouvrir. Ça a été un départ. Mais ensuite, ça a été un atout. Pourquoi? Parce que les Chinois sont restés qui ils étaient. Leur culture n'est pas perméable. Il n'y a pas de porosité. Donc, ils sont restés qui ils sont. Vous remarquez que même dans le mindset chinois, ils ne veulent pas forcément convaincre les Occidentaux qui sont bons, pas bons. Ils travaillent. Et après, un moment donné, quand ils étaient prêts, tout le monde a vu leur potentiel et la force qu'ils ont. Ils prêtent beaucoup d'argent aux États-Unis, pour parler un peu trivialement. Ils sont réellement forts. L'Africain, c'est un peu ça. Changer le narratif, c'est d'abord nous-mêmes qu'on comprenne. Peu d'Africains connaissent assez l'Afrique. Vous savez, j'encourage beaucoup, il y a des mangas africains qui se font, mais ils ne travaillent pas de manga africain. C'est-à-dire que déjà, manga africain, vous prenez un manga, donc déjà une création qui est ça, et vous la collez pour... Non, partons sur des dessins animés africains où on voit nos héros. Peu de gens connaissent les héros africains. Les Soukita, les Shaka Zulu. Racontons-nous de nouveau. Et c'est ça la réappropriation dont on parle. Le narratif dont on parle, c'est ça. Déjà pour nous, et naturellement les autres finiront par le voir. Quand nous pourrons nous-mêmes produire nos films orientés, parce que nous oublions qu'il y a un mot qui est parfois un gros mot. On dit tout est politique, plus ou moins. Même la créativité. Aujourd'hui, si on est en ordre de bataille, parce que c'est ça le mot, pour que notre software soit puissant, il faut des productions orientées.
Vous savez, aujourd'hui, la Chine a des parts de marché, a une part importante dans Hollywood. Et je veux, par exemple, le dernier volet de Top Gun. Top Gun, Tom Cruise, normalement, il m'a à un moment donné un blouson avec des drapeaux dans le dos. Mhm. Le blouson mis dans le 1 ou dans le 2, je ne sais plus trop. Et du coup, dans le dos, il y a le drapeau de Taïwan. Et on sait que la Chine et Taïwan, Ça passe pas. historiquement, pas. Les Chinois réussissent à dire quand même à l'industrie américaine Hollywood que cette scène-là, que ce drapeau n'apparaisse pas. C'est-à-dire que c'est le blouson qui porte dans le 1 le drapeau de Taïwan, ils vont remettre le même blouson, mais ils ont la force de dire que pourquoi ils le font. Donc Taïwan n'apparaît pas parce qu'ils savent que même dans une création de film, Ouais, il y a un j'imagine. politique, il y a une démarche, voilà, c'est pas rien. Aujourd'hui, les Russes travaillent aussi avec beaucoup de pays africains à faire des films où on essaie de redorer leur blason parce qu'ils ont du mal avec toute la force du soft power occidental qui essaie de parfois caricaturer l'action de la Russie Mhm. sans tomber dans le débat au contre. Mais voilà, il faut que l'Africain comprenne que c'est important, qu'on n'est pas là. Le propos n'est jamais, sert toujours une cause. Le propos sert toujours une cause. Mhm. Et toujours, on va dire, dans la continuité du narratif, quand on voit nos médias, que ce soit en ligne, audiovisuel et autres, euh, l'état de ces médias n'est pas forcément bon. Aujourd'hui, quels sont les types de médias dont on a besoin pour justement avoir notre place, en fait, sur au moins l'échiquier continental et plus tard international? À différentes formes de médias. Ce que fait Alain Foucault, c'est très inspirant parce qu'il met les pieds dans le plat, des sujets qui fâchent, il est assez frontal. Et après, on peut le faire de manière faussement léger. Une Mhm. fausse- Moi, je dis que les influenceurs sont très importants. Moi, je vois beaucoup d'influenceurs qui font. Parce qu'aujourd'hui, il faut la disponibilité des cerveaux, la consommation est rapide, les gens ont peu de temps, et du coup, tous ces. Je pense à Wakongo, qui est du Congo-Brazzaville, qui fait Mhm. un travail. En 3 minutes, on apprend beaucoup de choses. Et il Mhm. faut qu'on multiplie ce genre d'influenceurs, ce genre de médias. Et il faut surtout comment dire, une forme de, pas d'association, mais en tout cas qui se connaissent, une sorte de plateforme où on peut aller vers ce genre de médias et avoir ce genre de contenu. Et après, sur les médias, c'est pas évident parce qu'il faut nourrir son homme. Parce qu'à un moment donné, les médias se nourrissent par la publicité. On peut pas demander à tout le monde d'être engagé, mais qu'il y ait au moins des émissions qui servent ou à ce qu'on se connaisse mieux, ou vraiment vendre d'une certaine façon le continent. Mais c'est les médias nationaux qui sont désormais sur des grands bouquets ne font pas le travail. Ils n'ont pas compris que c'est une vraie vitrine de nos pays. Mhm. On en est encore à mettre des films chinois qu'on a achetés en 1980 ou des reportages qui descendent d'hommes politiques dans leur région. Alors que c'est une vitrine du monde. C'est là qu'il faut commencer à travailler sur ça. Mais bon, ça viendra. Il Mhm. faut que vous veniez à Brazzaville, que vous veniez à Brazzaville, que vous partagez votre démarche. Et voilà. Le média SEMA, d'autres médias, voilà, il faut que les médias se mettent Mhm. ensemble pour faire des choses. Mhm. Alors, on a Nana 34243 qui, donc par rapport aux propos précédents, les Chinois sont forts dans ça, donc le fait d'influencer, influencer même les œuvres d'art exposées dans les musées. Oui, oui, absolument. J'ai vu ça. Ils sont forts. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les instituts Confucius. Ils ont compris. Les instituts Confucius, par la pensée de Confucius officiellement, ben, ils diffusent la manière dont les Chinois appréhendent le monde. Il y en a 548 dans le monde. C'est énorme. Waouh. Même les instituts français, il n'y en a qu'une centaine. Vous imaginez la Chine qui n'était pas au du monde, comment il y a une accélération inouïe sur leur capacité à se répandre partout. Mhm. Et nous, c'est vrai qu'il faut essayer de faire. Il y a des expos qui sont faites, mais tout est fait trop en silo. On ne travaille pas assez en synergie. Exact. Il faudrait travailler pour être plus efficace. Et justement, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont, on va dire, un agenda, parce qu'on sait que leur objectif c'est qu'en 2049, si je ne me trompe pas, qu'ils puissent devenir la première puissance mondiale. Est-ce que c'est pas parce que justement ils ont cet objectif-là que ils bombardent en fait au niveau culturel et autres? Oui, c'est la question de la vision. Ils ont une vision. Et des présidents africains qui ont une vision, comme Patrice Talon a une vision, on aime ou on n'aime pas. Comme Paul Kagame a une vision, on aime ou on n'aime pas. Mais certains présidents n'ont pas de vision ou ont des visions assez brumeuses, un peu floues. Mhm. Et ça fait la différence. Quand on a une vision, les actes sont posés, il y a une stratégie qui se met en place. En tout cas, je pense que sans caricaturer, ceux qui ont une vision ne mettent pas le curseur au bon endroit. Parce que vraiment, si on avait une vision, sur la rumba congolaise,
ça prend le temps que ça prend. Je reviens dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Vous voyez, tout ce que la danse kizomba qui vient de l'Angola, Oui. il y a de nombreuses formations qui sont faites, il y a de nombreux profs qui se font de l'argent dessus, et ça, quelque part, ça vend le pays. La rumba congolaise n'est pas codifiée. C'est-à-dire, nous sommes victimes de notre créativité. On a des danses, chaque année, on a une danse qui sort. Le tango argentin, c'est le tango argentin codifié, ça n'a jamais bougé. Mhm. Tant mieux. Mais on est tellement créatif qu'on est victime de notre créativité. Dombolo, Tchakuli Bondas, Kwasa, enfin je vous passe les danses, mon pacho. On a des danses chaque année, voire 3 danses qui marchent chaque année. C'est pas évident, mais il faudrait demander que quelqu'un travaille dessus. Il y a un monsieur que j'invite les gens à chercher, à connaître, c'est Didier Moumengi qui a écrit un livre dessus sur la rumba congolaise et il en parle. Il faut travailler dessus. Les partitions de nos classiques. Vous savez, la salsa est connue pour quoi? La salsa, c'est la musique où il y a beaucoup de reprises. El Manissé, ceux qui connaissent la salsa, il y a je ne sais combien de reprises. Mais les classiques sont là. C'est-à-dire qu'on a des classiques, on travaille sur des classiques. Quand on parle de musique classique, Beethoven a arrêté de créer, mais c'est refait, c'est repris, ainsi de suite. Et la rumba congolaise a ça. Un vivier comme ça de classiques qu'il faut reproduire, travailler dessus, ainsi de suite. Et ça, on peut faire beaucoup de choses dessus. Et c'est une porte d'entrée. Par la rumba, il y a le narratif. Une chanson de Franco vous raconte la La société cité de congolaise. Et l'époque, effectivement. exactement, une chanson de J.B. Piana raconte la société congolaise. Des fois, des choses condamnables. Croyez-moi, vous écoutez la rumba, vous voyez la place de la femme. C'est décevant, vous voyez que la femme est un peu chosifiée, vous voyez des choses. Mhm. Vous écoutez la rumba, vous voyez, comment, je sais pas moi, la place de la famille. Vous voyez comment la femme aussi, des fois, est portée au pinard, c'est-à-dire que sur un piédestal, selon les chansons. Taboulay, tu parles de la femme d'une façon que Kofi Olomide des années 2000 parle différemment de la femme des années 80. On voit Mhm. comment la société évolue. Et donc, c'est ce travail qu'il faut faire. Et derrière, il y a une industrie à créer. Les instruments de la rumba, les instruments traditionnels de la rumba. Tout ça. Et quand on a fait tout ça, si un Australien vient au Congo, il voit que c'est codifié, il s'y intéresse. Un anthropologue peut s'intéresser à la rumba. Un businessman aussi. Parce qu'après, on a le branding. On va dire, bon, comme la rumba parle beaucoup de tel et tel aspect, nous, on veut vendre une mutuelle pour la famille, j'en sais rien, vu que la famille est très centrale dans nos créations, ben, il y a du branding, il y a de l'argent dessus. Vraiment, en se recentrant sur nous-mêmes, je vais y arriver, ça nous apportera tellement en termes d'épanouissement, mais en termes de création de richesse aussi. Ouais. Ben, il y a LadyDiana.btt qui dit: J'ai l'impression que la question se pose surtout pour la zone francophone. Le Nigeria réussit de plus en plus à faire rayonner sa culture à l'international. Oui, on le disait tout à l'heure, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je crois qu'il y a de fortes personnalités qui font qu'à un moment donné, on est obligé de prendre un peu la machine en route et tout le monde est obligé de s'y intéresser. Mhm. Certes, on dit que l'anglais a aidé à exporter au niveau des pays anglophones, aux États-Unis notamment, peut-être que ça a aidé. Et puis après, je crois que l'industrie est plus structurée. Parce que ce qu'on avait remarqué au Nigeria, par exemple, c'est que les artistes voyageaient peu, pourtant il y avait de vraies fortunes. Mhm. P-Square, même avant qu'il y ait Burna Boy, ont réellement une assise financière parce que localement, la musique est consommée. Est-ce que c'est lié aux 200 millions d'habitants? Je ne suis pas sûr. En RDC, ils sont nombreux également, mais c'est moins structuré. Je pense qu'il y a une base de structuration de l'industrie. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'industrie culturelle. Parce qu'il faut structurer l'industrie, payer les droits d'auteur aux artistes, trouver des radios qui diffusent. Et vous voyez, par exemple, la musique française, on a parlé des lois Toubon à une époque, parce qu'on avait imposé que les radios françaises diffusent au moins 60% de musique française. Et ça, c'était important et ça a aidé le rap français. C'est à l'époque où le rap commençait à éclore, et on a imposé ça, et ça a aidé. Donc pareil, dans nos pays, il faut ce genre de mesures d'accompagnement. Alors, il y a Afrique N Success qui dit: C'est une force, du coup, ou une faiblesse de renouveler ses danses. Donc, pour le sujet précédent. Non, non, c'est une force, mais c'est juste qu'il faut maintenant, ça nous donne plus de travail pour codifier les choses. Vous savez, c'est comme si quand on était enfant, il y avait des super-héros qui avaient tellement de force. Je sais plus comment il s'appelait, celui qui avait une flamme, là, une lampe, il mettait même des lunettes pour canaliser son énergie. Nous, on en est là, on a tellement d'énergie, Mm. ça nous donne plus de travail. Il faut le faire, mais on a plus de travail à abattre pour y arriver. Mais le jour où, une fois, un artiste a dit, Werrason, vous allez rigoler, il a dit, le jour où vous mettez sur vous passerez sur TF1 autant que Johnny Hallyday, vous allez voir que les Français se diront, mais d'où vient cet extraterrestre? Mm. C'est un peu en souris.
Mais ce qu'il a pu faire en termes de spectacle, encore aujourd'hui, c'est incroyable. C'est James Brown, mais encore mieux. Et je n'ai pas parlé de littérature encore, hein. J'ai parlé que de musique. Mais on a. Bah justement, on peut parler. Ah, donc, il y a une question avant, et après, on va venir sur les autres arts. Lady Diana dit, est-ce que le tourisme ne pourrait-il pas être un levier à activer en priorité en attendant que nos industries culturelles prennent de l'envergure? Je suis absolument d'accord. Et souvent, un peu par. Allez, je triche un peu, j'ai tendance à mettre le tourisme dans les ICC. Mais dans les 10 secteurs, ce n'est pas cité. Mais je vais dans les Mhm. ICC, ça arrange, ça donne plus de poids à mon propos. Oui, parce qu'il y a tous les afro-descendants. Pourquoi le Gabon donne le passeport à Samuel L. Jackson? Ils ont bien compris qu'il y a un intérêt. Pourquoi quel pays encore a donné? C'est au Bénin, on a donné, je ne sais, de Bénin travaille à donner des passeports aux afro-descendants. Parce que, en fait, pour un business, qu'est-ce qu'il faut? Un marché et puis des consommateurs potentiels. Mhm. Alors, les Africains, souvent, ont un pouvoir d'achat. La classe moyenne qu'on attend là, elle est très faible. Donc, pour le Congo-Brazzaville, c'est un marché un peu, pas ridicule, mais très petit. Souvent, on regarde le marché de la RDC. Imaginez le marché des afro-descendants. Tous ces Noirs qui ont de plus en plus soif d'Afrique, qui sont aux États-Unis. Voilà. Ils ont besoin de se reconnecter. Mais le Ghana l'a compris, Back to Africa, ça a représenté des sommes énormes. Beaucoup sont repartis. Mais ils n'ont pas de paternité par rapport à ça. Si ce n'est la vision de Kwame Nkrumah à l'époque, le Congo pourrait le faire. Maintenant, il faut avoir des structures d'accueil, faire un itinéraire, un parcours client, entre guillemets. Et là, les choses sont jouables. Oui, le tourisme, c'est des devises qui vont venir en plus au Congo, enfin au Congo, au Gabon, je ne sais où. Taux de remplissage des hôtels, consommation, des emplois directs, des emplois indirects, bien sûr. Et je ne sais pas pourquoi on ne travaille pas dessus. Le tourisme au Maroc, c'est 7% de leur PIB. C'est énorme. Notre pays, le Congo, avait beaucoup de volonté par rapport à ça. Ça a du mal à bouger parce que il faut former les gens à comment recevoir. Il faut voir le coût pour venir au Congo. Est-ce qu'il faut une compagnie nationale qui soit plus forte? Je ne sais pas. Mais il y a une chaîne de valeur, il y a tout un À différent, créer. voilà, à créer. Mais je suis d'accord avec elle, effectivement. Mm. Toujours donc Lady Diana, les pays comme la RDC devraient faire des festivals annuels qui attireraient les gens comme Afro Nation, donc au Portugal. Et la RDC a tellement. Franchement, nous, on parle du Congo, le petit Congo, là, on parle un peu. Mais en nombre, on est une province de la RDC. Quand je dis ça, des fois, je peux taper sur les doigts. Parce que, bon, la rumba, on est vraiment. On a la paternité de chaque côté, hein. Il y a Paul Okamba d'un côté et nous, et il y a Wendo Kolosoi en RDC. Mhm. On a beaucoup de choses qu'on partage. Mais en termes de nombre, et avec le temps, vu qu'on avait. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui formait beaucoup de fonctionnaires. En termes de créativité, je pense que sur la durée, on a perdu. La RDC, c'est d'une violence incroyable en termes de créativité. Un festival comme Afro Nation, le plus, c'est quoi? C'est des, des investisseurs ont été convaincus, ils ont mis de l'argent dans ça. Il faut sécuriser le pays, sécuriser les touristes qui viendraient. Et en plus, le pire, c'est qu'on peut parler des artistes locaux, mais aujourd'hui, ils ont fait des enfants. Et pas que c'est pas que des métaphores. Quand on parle de Nino, tout ce qu'il peut vendre, Mhm. c'est le fils du frère Ajossi qui était le même artiste. Quand on parle de Youssoufa, Oui. qui n'est plus au RD, le fils de Taboulay, c'est fou le signal que ça envoie. Donc il y a des artistes comme ça à travers le monde, en tout cas francophones, qui sont là, qu'on peut attirer pour des festivals qui se déroulent en RDC. Et je ne sais pas pourquoi c'est toujours pas fait. Il y a eu il y a un bel immeuble qui a été fait là sur, je ne sais plus comment ils appellent ça, pour, sur les arts, sur la culture, un bel endroit. Ça aussi, il faut des endroits pour À pouvoir Kinshasa, vendre. Pour c'est ça? à Kinshasa. Oui, ils ont ouvert, oui, oui, C'est de la effectivement. culture, je ne sais pas comment ça s'appelle, très grand, très beau. Oui, oui, c'est ce qui a été, doit être, qui a ou qui doit être inauguré Ouais, en septembre, ou fin d'année, oui, exactement. d'accord. Il y a Et, l'INA, l'Institut national des arts, il y a beaucoup de créativité. Et mhm. je pense qu'un festival comme ça, il faudrait trouver des investisseurs, trouver le lieu symboliquement fort et trouver un narratif autour de ça. Mais il est tout trouvé, hein. La rumba, il y a trop de choses dedans. Mhm. Et donc on a Nana 3 4 243 qui dit les gens craignent souvent l'insécurité et le manque d'infrastructures à tort ou à raison. Donc par rapport au tourisme. Oui, oui, mais faut créer vraiment des infrastructures, tout un circuit clairement Défi. safe. Les gens ne s'inquiètent pas, puissent venir, Mhm. quoi. Là encore, à la RDC, on pense à ça. On pense tout de suite à l'insécurité. Alors, c'est peut-être qu'une région qui est en insécurité. Je veux dire que l'Éthiopie et l'Érythrée, ils sont en guerre depuis des années et des années. Mais quand on parle d'Éthiopie, on ne pense pas guerre. Oui, ça, c'est encore le narratif. Donc, On pense plus à là, la guerre. On pense plus à la famille à la guerre qu'on pense à l'Éthiopie, effectivement.
Donc, bah, l'Éthiopie, économiquement, c'est vraiment rattrapé. Donc, on pense faire la famine. Mais même dans le narratif, ça a Mhm. disparu. Des boîtes de sardines pour aider les Éthiopiens. Mhm. Je crois qu'ils pourraient acheter des terres arabes chez nous s'ils veulent, pour rigoler. Mais oui, voilà des choses qui peuvent être faites. La RDC, c'est vraiment un point névralgique important pour l'Afrique centrale, les Grands Lacs. C'est un marché, il y a une histoire forte. Voilà, même dans l'histoire de l'humanité, parfois on parle de numérique aujourd'hui, de finance, mais l'os d'Ishango vient du Royaume Congo, le premier modèle de calcul. Est-ce que tous les Congolais, tous les jeunes du bassin du Congo le savent? Parce que dans les débats de salon, des fois, c'est des choses à sortir. Mhm. Les théories des fractales qui a été à faire des ordinateurs, tout ça, là, c'est des choses qui viennent du bassin du Congo. C'est des éléments à sortir. La première étape, c'est déjà que des débats de salon. Ça a l'air de rien, et dans les débats de salon, on voit la fierté. Je voyais SDM, le rappeur, là, qui disait il a écouté Charles Aznavour parce qu'il avait des amis arméniens qui disaient nous, on a Charles Aznavour, c'est une star, il écrit bien. Il a été curieux, il a été voir. Aujourd'hui, il dit qu'il connaît 97% du répertoire de Charles Aznavour. C'est pas mal. Mhm. Mais à l'époque, il connaissait un peu son pays. Il a dit mais nous, on a Kofi Olomide. Je trouve ça pas mal. Il n'avait peut-être pas toute l'histoire derrière, mais il a dit qu'il avait Kofi Olomide. Déjà dans les débats, qu'on soit armé pour Mhm. répondre, qu'on dise oui, mais nous on a Franco, Ah, on a Tab, c'est- voilà, et voilà, c'est comme ça qu'on se construit aussi. Quoi. Mhm. J'en ai oublié la question, et je pense y avoir répondu à peu près. Mhm. Et donc là, depuis un moment, on parle de la musique. Et justement, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait d'autres arts. Quels sont, donc, et on a parlé aussi du cinéma. Quels sont les autres arts, les autres domaines, on va dire, des industries culturelles et créatives? Moi, je pense au Mhm. spectacle, et je pense que ça te fait le travail sur le narratif et même du business. Je vois là les comédies musicales, Le Roi Lion. Je sais pas si des Africains derrière. Je suis pas très informé. Youssou N'Dour a fait une comédie musicale qui est passée au théâtre du Châtelet, qui a pas mal marché. Oui. C'est pas mal. Vraiment, c'est aussi un moyen, on se raconte au monde entier et on fait du business et ça fait rentrer de l'argent pour ça nourrit des artistes. Et voilà, je pense au spectacle. Les métiers, on en a un peu parlé. Euh, L'architecture, c'est assez pointu parce que tout le monde ne peut pas être architecte déjà. C'est moins accessible que les métiers de la même cité. Mais il y a un travail à faire parce que par rapport au combat de transition écologique, utiliser des matériaux de chez nous, ça pourrait plaire. Mais encore, le problème, c'est que c'est assez coûteux, c'est pas accessible à tous. Mais il y a un travail à faire sur une architecture qui respecte l'environnement, qui est adaptée à notre climat. Voilà, parce qu'on construit beaucoup en béton encore dans nos Exact. villes et tout ça. Et puis C'est un peu on est facile. très ignorant par rapport à l'architecture qui est propre à nos pays, par exemple au Cameroun. Il y a une architecture en particulier avec une sorte de couleur en terre cuite qui est synonyme de certaines régions du Cameroun. Ça, très peu le savent. Et pour revenir au spectacle, il y a aussi la Chine qui fait son spectacle annuel souvent, Shen Yun. Bon, moi, j'ai jamais assisté, mais à chaque fois sur YouTube, il y a la pub en fait. Et en fait, à chaque fois, ça revient quand le spectacle arrive. Donc ça intrigue en fait les gens parce qu'ils mettent bien le narratif sur euh, la Chine, une histoire de plus de 1000 ans, la Chine avant la Révolution, un truc comme ça. Donc il y a vraiment aussi un historique derrière. C'est ça. Nous, on pourrait travailler dessus rapidement sur la musique, même je pense aux orchestres philharmoniques Mm, et les Russes pendant la guerre froide. C'était même un outil pour pacifier les peuples. L'orchestre philharmonique russe voyageait, même dans les pays occidentaux. C'était tellement fort, c'était tellement profond que, voilà, quand il y avait la calmie dans les relations internationales, ben, les musiciens voyageaient, ils imposaient quelque chose. mhm, Il y a eu une époque orchestres comme ça nationaux. Il y a eu les Amazones du Bénin, un orchestre que féminin, qui était soutenu par l'État béninois. C'était pas mal ça. Mais je crois que c'était fait encore superficiellement. Mais vous imaginez un ballet national, comme il y a en France, il y a un ballet national. Et ce n'est pas rien tout ça. Quand le lac des Cygnes, c'est des chansons qui sont connues partout, dans le monde entier, il y a un travail de fond. Il faut prendre des artistes. Moi je dis à un moment donné, il faut prendre les meilleurs, les faire asseoir. On dit, bon, on a 2 mois, vous nous sortez un truc, mhm, voilà, et c'est possible. Et on ne le fait pas. On parlait d'architecture. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? C'est que oui, il y a un travail à faire et même, vous voyez, à l'époque, c'était fait. Même les Français qui construisaient en Afrique s'intéressaient à nos matériaux. On a parlé de la case de Gaulle tout à l'heure en disant que de Gaulle était au courant. La case de Gaulle, il n'y a pas de climatisation, mais les aérations sont faites de telle sorte que aujourd'hui, quand il fait chaud, il y a une forme de, je sais pas comment ça marche, il fait un peu frais à l'intérieur. Voilà.
C'était des Français qui venaient. Donc, c'est aussi ça être un architecte, épouser l'écosystème dans lequel on est. Mhm. Nous, on applique des choses. C'est pas fait assez. Il y a des matériaux, on a du bois brut, il y a beaucoup de choses à faire. On s'en sert pas. Et encore par rapport à l'architecture, regardez en Tunisie, de la même manière, ils ont ce bleu-là qu'on voit souvent. Ils ont des voûtes, ces voûtes qui conservent Mhm. la chaleur, qui rediffusent quand il fait froid. Voilà, il y a des choses comme ça. Et au Burkina, c'est très développé. J'ai pas le nom de l'architecte, mais c'est des choses qui viennent. Mais là, il faut se tenir. L'art le plus simple à se tenir, a priori, c'est la musique parce que c'est moins élitiste quelque part, en tout cas. Et si on part sur d'autres formes d'art, c'est un peu plus compliqué. Mhm. C'est vrai que par exemple, le cinéma, c'est assez coûteux. Ça a un rayonnement peut-être plus fort, parce que Oui. comme vous avez dit, il y a plusieurs métiers derrière, donc c'est pas qu'un art qui est touché, Mm, mais ça demande effectivement de l'investissement, mm, effectivement. Alors on a un commentaire, le cinéma avec Canal+, c'est vraiment super car la qualité est de plus en plus au rendez-vous. Donc les mm. séries, comme vous avez dit tout à l'heure, les plateformes de streaming ou les sociétés comme Canal+, sont de plus en plus friands Oui. de, des contenus africains, entre guillemets, quoi. Mm. Non, le monde Euh, a besoin de... Pendant des années, l'Occident nous a produit un cinéma occidental vu par des Occidentaux et même pas, allez, quelques pays. Hein. Moi, je vois le niveau des séries espagnoles sur Netflix. On ne connaissait pas trop le pas du cinéma tout. espagnol. Mais et donc, c'est une belle époque. On est dans un tournant important où tout le monde veut voir autre chose, veut découvrir l'autre, Mm. mais sans qu'il se fasse manipuler Ouais. par les grands médias. Mm. Bah, c'est comme la Corée du Sud où la plupart des gens, surtout de la nouvelle génération, si on leur demande les 5 pays que vous voulez visiter, il y a la Corée du Sud à cause des séries coréennes en fait. Eh oui, Des, c'est vrai. des films. Et il y a donc Luizi Muntsana qui dit, et il y a aussi dans donc, les industries culturelles, il y a aussi des jeux vidéo. Il y a aussi des jeux vidéo. Moi, je sais qu'au Kenya, il y a des joueurs qui sont payés, hein, qui ont des salaires, qui sont payés ainsi de suite. C'est pas assez développé en Afrique centrale. Et déjà, tout ce qui est simulateur aujourd'hui arrive. J'en ai rencontré un. Pour l'instant, il est dans le business où il fait de la simulation, mais plus pour visiter dans l'immobilier, visiter des lieux avant de louer ou vendre à des investisseurs potentiels. C'est en train d'arriver en Afrique centrale, mais c'est vraiment très embryonnaire. Mhm. Mais au Kenya, ça commence à être déjà bien développé. Ouais. Mhm. Donc le live va finir dans les 8 minutes à peu Oui. près. On va relancer un autre live pour répondre aux questions. Mais là, on peut continuer. Euh, bah, pour que des industries aussi, ces industries-là puissent fonctionner, il y a aussi des modèles économiques à adopter. Aujourd'hui, quels sont les modèles économiques, par exemple pour le cinéma ou la musique ou même les jeux vidéo, qui seraient adaptés à nos réalités? Aujourd'hui, j'ai l'impression que le branding, c'est vraiment ce à quoi beaucoup ont recours. Parce que ce soit encore le cinéma et des plateformes. Et les plateformes ne sont pas africaines, c'est ça le problème. Il y en a peut-être quelques-unes, mais c'est pas assez fort. Il faudrait travailler à créer des plateformes africaines. Et ça, il faudrait trouver des investisseurs africains. En fait, le problème, c'est que l'Afrique centrale ne regarde pas assez l'Afrique australe et ainsi de suite. Mhm. Il faudrait allouer des fonds au Kenya, au Ghana, et essayer de faire monter son niveau de qualité. Sinon, ben, on finira comme des musiciens. Beaucoup de musiciens d'Afrique francophone ne vendent pas tant que ça. Mais le branding fait que, bon, voilà, telle marque Guinness me sponsorise, ainsi de suite, donc c'est rentable. Il y a beaucoup de spectacles, on le dit beaucoup dans les ACC, qui ne sont pas réellement rentables. Il y a beaucoup de branding, et puis il y a ce qu'on appelle le name dropping. En Afrique centrale, beaucoup d'hommes d'affaires payent les artistes, ça fait plaisir. Pareil, un Koffi Olomide, Fally Ipupa, c'est ce qui se passe. Donc, ils gagnent presque plus d'argent à vendre une chanson à une personne lambda qui a de quoi financer que par le streaming. C'est de moins en moins vrai pour Fally. Mais la plupart des artistes, c'est ce qui se passe. Le modèle économique, c'est pas évident. Parce que le pouvoir d'achat est faible, à combien on vend une chanson, il faut penser à ça. Mais déjà, il faudrait que les droits d'auteur fonctionnent. Si le système de droits d'auteur fonctionne, si les radios qui diffusent reversent, parce que des radios ont des publicités qui sont payées, ont des fonds qui entrent. Déjà, pour regarder de la musique, si les radios reversent réellement des sommes aux artistes qui sont diffusés comme ils sont diffusés, c'est une entrée d'argent. Mais le modèle économique, il a à faire pour repartir à la base. Parce qu'on ne peut pas appliquer les modèles occidentaux à nos réalités à nous. C'est pour ça que le spectacle, ça marche mieux. Droit d'entrée, 500 francs CFA, c'est concret. On s'adapte à la poche moyenne. Ils viendront. Comme ils payent pour la bière, même s'ils ont peu, ils payent pour la musique aussi, mais c'est ça. Mais le streaming nous échappe, beaucoup de choses nous échappent. Sauf si on fait une plateforme vraiment à nous, africaine,
d'abord national, ainsi de suite régional. C'est là la difficulté. Mhm. Et tout à l'heure, vous parliez un peu plus tôt de la synergie qu'il devrait avoir déjà entre acteurs locaux, mais aussi entre pays. Est-ce que vous pouvez développer cette pensée? Non, je sais pas. Nous, on a par exemple la porte de Luango qui est pas très développée. Il faudrait des missions où on va s'inspirer de ce qui se fait au Bénin, au Sénégal, à Gorée, Mhm. par exemple. Des missions scientifiques où des corps de métier vraiment travaillent ensemble à améliorer ce qui se fait chez nous. On veut développer le tourisme. Nous, on a des cons, Kwati, des parcs nationaux. Il y en a au Kenya, ou en Tanzanie, ils sont meilleurs que nous. Donc, on Mhm. fait une mission où on va vraiment partager des expériences et voir comment améliorer nos parcs, comment attirer du monde. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Mhm. On veut faire, mais on sait que bon, l'histoire que l'on veut raconter concerne autant la RDC, l'Angola et le Congo, parce que ça vient du Royaume Congo. Et Mhm. enfin, itinérant. Peut-être que nous ne pourrons pas accueillir, en termes de capacité d'hôtellerie, il manquera certaines choses. On dit, bon, inauguration ici, l'Angola qui peut faire quoi, ainsi de suite. Et c'est ça qui a permis qu'on fasse l'immatriculation de la rumba. C'est la synergie, c'était un travail de scientifiques de trois pays. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à avancer. Mhm. On a l'expertise dans un seul pays pour vraiment faire bouger les choses. C'est un peu cette forme de synergie. Et puis aller chercher des investisseurs potentiels euh, et même des experts aussi pour apporter. Et c'est pour les jeux, c'est pareil. Il faut des, des rencontres, des sommets, pas des sommets où On on, blabla. on rassemble, mais où il y a des projets communs, Mhm. ce genre de projet-là. Mhm. Alors, on va juste arrêter ce live et repartir à la partie 2. Donc, on refait Ok, le même schéma, ok. comme ça, parce que ça va bientôt couper. Voilà. À tout. Donc, voilà. À tout à l'heure. On se retrouve après. D'accord.